Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 29 degrés, la maximale attendue pendant la journée est de 37. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La délégation malienne de haut niveau poursuit sa mission à Moscou. Des mémorandums d'entente ont été signés hier sur la recherche géologique et le nucléaire civil. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a rencontré hier le corps diplomatique sur les dernières évolutions de la situation sécuritaire avec en ligne de mire le calendrier du départ de la MINUSMA. 20 ans de politique agricole de l'UEMOA, la question était au centre de 3 jours d'échange en début de semaine à Ouagadougou. Il ressort que le chemin parcouru est parsemé d'embûches. Nous dirons donc nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. À suivre l'actualité des sports en direct avec Famour Dourté avec la victoire du Mali sur l'Ouganda en match amical. Le dossier culture s'intéresse à la solidarité. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Alpha Mega et son invité. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite, c'est les détails. Oui, c'est la délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances poursuit sa mission à Moscou. Des mémorandums d'entente ont été signés hier vendredi. Ils concernent notamment la recherche géologique, mais aussi et surtout le nucléaire civil. Grâce à ce mémorandum d'entente, le Mali fera très bientôt ses premiers pas dans le nucléaire civil avec à la clé la construction prévue de 4 centrales nucléaires de 500 MW. Notre pays pourra également disposer d'un cadastre minier qui répertoriera les substances minières existantes sur toute l'étendue du territoire national. Il a été également question au cours de cette journée de l'approvisionnement du Mali en engrais pour la prochaine campagne agricole à partir de la Russie. La société russe chargée de la distribution des engrais est prête à fournir au Mali la totalité des quantités dont le pays a besoin dans les plus brefs délais et à poursuivre l'approvisionnement de notre pays en blé. C'est ce que nous signalent nos envoyés spéciaux Yaya Kounati et Brahma Koulibaly. Au même moment, ici, à Bamako, les membres du gouvernement, sous le lead du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, échangeaient avec des diplomates accrédités au Mali. Au chapitre des échanges, le point du processus de retrait de la MINUSMA et l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays. Le point d'une matinée chargée avec Kadja Toukouni. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale face au corps diplomatique. Cette rencontre, deuxième du genre, fait suite à celle du 18 mai dernier. Elle évoque la situation du pays. Et tous sont unanimes ici que les crises que traverse le Mali ont profondément mis en mal les valeurs cardinales de paix et de stabilité. Sujet principal du jour, la coordination des opérations pour le bon déroulement du processus de retrait de la MINUSMA d'ici au 31 décembre 2023. Il était donc important pour le chef de la diplomatie malienne, entouré de 3 de ses collègues, de partager avec ses hôtes les priorités de l'action gouvernementale dans le contexte actuel sur le terrain. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tout doit se faire en étroite coopération et coordination avec les autorités maliennes pour pouvoir réussir cet événement. Dans la conduite de ce processus de retrait, l'objectif stratégique du Mali est d'œuvrer pour recouvrer sa souveraineté et l'exercer sur l'ensemble de son territoire national. Les forces de défense et de sécurité doivent réoccuper toutes les emprises, en particulier les camps libérés par la MINUSMA. Le ministre Abdoulaye Diop de rassurer que les efforts et actions en cours pour ramener la sécurité, notamment dans le nord du Mali, commencent à produire des résultats encourageants. Ce retrait a suscité beaucoup d'appétit de divers groupes, de certains groupes signataires, mais aussi de groupes terroristes. Et c'est ce qui nous a amené à assister à l'intensification des attaques terroristes contre les installations des forces de défense et de sécurité, et même contre des populations civiles. Actualité oblige, la situation particulière de Kidal, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, s'est invitée dans les échanges. La vision du gouvernement reste claire. La MINUSMA avait saisi le gouvernement par rapport à un plan de retrait de Kidal qui devait s'effectuer et s'achever dans la période du 15 au 30 novembre 2023. Le gouvernement a été mis devant le fait accompli par rapport à l'occupation du camp des bataillons de l'armée reconstituée à Kidal. Le gouvernement déplore profondément l'abandon des unités maliennes du bataillon de forces armées reconstituées, aussi avec l'encerclement et l'occupation de leur camp
par la CMA sans aucune réaction de la MINUSMA. Les diplomates accrédités au Mali apprécient la montée en puissance des FAMA, une avancée que les ambassadeurs souhaitent promoteuse pour le Mali dans la lutte contre le terrorisme, en témoignent les propos du doyen du corps diplomatique. Hadi Chebli, ambassadeur de Palestine et doyen du corps diplomatique. J'espère franchement de tout mon cœur que le Mali arrive très bientôt à assurer la souveraineté sur l'intégrité de la totalité des territoires maliens. Après cet échange direct de quelques heures, les interlocuteurs des ministres maliens ne cachent pas leur satisfaction. Kalzebe Majimta, ambassadeur du Tchad au Mali. Cet exercice nous a permis, parce que nous sommes ici quand même des témoins oculaires de la situation du Mali, de l'évolution de la situation. Et tout ce que nous avons entendu des ministres, avec des explications claires et nettes, nous permet aussi de rendre compte à nos gouvernements. En tout cas, toutes les dispositions sont mises en place par les autorités maliennes pour le bon déroulement du processus de retrait de la MINUSMA. Et le Mali tient au respect du plan de retrait, souligne le ministre Abdoulaye Diop. Vous vous souvenez certainement, il y a de cela quelques jours, le président de la transition signait un décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Le gouvernement a en charge de ventiler cette décision pour une meilleure compréhension. C'était le cas hier avec le ministre en charge de la jeunesse et de la Constitution citoyenne qui avait à ses côtés les secrétaires généraux du ministère de la Défense et des anciens combattants et celui de la fonction publique. La cible de cet exercice était les responsables des structures décentralisées du département de la jeunesse et les jeunes leaders des différentes régions du pays. Chez Le Point, avec Foussine Tounkara. La deuxième réserve qu'on peut identifier, ça c'est la réserve opérationnelle. Le directeur des ressources humaines de l'armée en pleine séance d'explication du contenu du décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. À son écoute, les responsables des structures décentralisées du département de la jeunesse et les leaders jeunes des différentes régions du pays. Cette séance d'appropriation est entreprise par le département en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne. Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'appropriation est très importante, dans la mesure où lorsqu'on comprend ce décret, on est en mesure de l'expliquer aux autres jeunes. Aujourd'hui, tout le monde doit être dans une disposition. Et c'est ce que le décret demande. C'est que les forces vives de la nation soient dans une disposition pour comprendre qu'à n'importe quel moment, il se pourrait qu'on soit mobilisé pour défendre notre pays. Le ministère en charge de la construction citoyenne n'est pas le seul à se prêter à cet exercice de vulgarisation du contenu du statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Il fait chemin avec le département de la fonction publique et celui de la défense et des anciens combattants. Général de division Sidiki Samake, secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Cette rencontre nous a donné l'opportunité d'expliquer de fond en comble comment doit se faire la réserve au Mali et quels sont les types de réserves qui existent et dans quelle mesure un citoyen peut être considéré comme réserviste et dans quelle situation un réserviste peut être mobilisé. Ce document, c'est un document cadre et que tout le monde doit faire sien pour que réellement, au cas où on aura besoin des réserves, qu'on puisse les avoir et de qualité. Le décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité a été pris en Conseil des ministres du 13 septembre 2023. Une disposition dont le but est d'apporter un concours aux forces de défense et de sécurité et contribuer à raffermir les relations armées-nation. Amener les filles à s'intéresser aux nouvelles technologies dans un monde en pleine mutation. C'est l'un des objectifs du camp de codage de l'initiative African Girls Can Code. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a présidé cette semaine la clôture des activités de la deuxième édition. On fait le point avec Fantama Magnantao. Une cinquantaine de jeunes filles maliennes de divers horizons, notamment des étudiants âgés de 17 et 25 ans, viennent d'achever leur parcours de formation au numérique grâce à l'initiative African Girl Can Code. Il s'agit du deuxième camp de formation au codage, un projet mis en œuvre par ONU Femmes. Marie Goresh Nezigama, représentante et résidente d'ONU Femmes. Notre ambition est donc de continuer à créer et à renforcer la confiance chez les jeunes filles afin de les inciter à entreprendre des études dans les filières scientifiques et embrasser les métiers du numérique
qui offre plus d'opportunités de création de revenus. Et c'est important vraiment de combler ce fossé numérique. ONU Femmes Mali ne ménagera aucun effort pour continuer à appuyer le gouvernement du Mali dans toutes les initiatives visant l'autonomisation de la jeune fille et de la femme. Pour la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, apprendre aux jeunes maliennes à coder est la clé pour libérer leur plein potentiel de développement dans le secteur des TIC. Khadijatou Bouare, représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique marque toute sa disponibilité et son engagement aux côtés de l'ONU Femmes pour la réalisation de ces activités qui ne doivent pas rester lettres mortes et qui doivent être suivies. Le ministre en charge de la femme, de l'enfant et de la famille trouve que ce projet African Girl Can Code vient à point nommé pour renforcer les actions en cours au niveau des départements des technologies de l'information dans les différents ministères en charge de l'éducation. Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je suis persuadée que les connaissances et techniques acquises permettront d'entreprendre des études plus approfondies et une carrière dans l'éthique et le codage. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ne ménagera aucun effort pour œuvrer aux côtés des autres départements impliqués afin de contribuer fortement à mettre en place des réponses durables à la problématique de l'accès égal des filles et des femmes au numérique. Le projet African Girl Can Code est entièrement financé par le gouvernement de Belgique afin de combler l'écart numérique entre les sexes. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des ordinateurs portables aux jeunes filles par des officiels. 2 décennies, 20 ans de la politique agricole de l'UEMOA, que peut-on retenir? Une équation difficile à résoudre dans un contexte de crise sécuritaire dans plusieurs pays de l'espace. Les responsables de l'organisation sous-régionale étaient réunis en début de semaine à Ouagadougou sur la question. Parmi les recommandations de 3 jours d'échange, on note la non-valorisation des produits locaux ainsi que des difficultés relatives à la transformation, sans oublier l'impact de l'importation des produits agricoles. Le point avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Koumba Sissé et Aruna Diarra. 3 jours de travaux ont permis aux participants du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA d'analyser les difficultés majeures qui entravent l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans l'espace. Voilà pourquoi les regards étaient tournés vers la mise en valeur des productions locales tout en mettant un accent particulier sur la recherche et la transformation, l'employabilité des femmes et des jeunes en milieu rural et l'impact de l'importation des produits agricoles sur les producteurs dont le chiffre s'élève à des milliards de tonnes par an. Une mise en valeur sans laquelle il est difficile, selon les participants, d'aller vers la souveraineté alimentaire. Mamadou Sissoko, porte-parole des organisations agro-silvopastorales et halieutiques de l'Afrique de l'Ouest. Le contexte actuel recommande une accélération de la redynamisation de la politique agricole commune, consensuelle entre toutes les parties, avec une clarification des rôles et des responsabilités. Bala Keita, directeur de la cellule de planification et de statistiques du secteur du développement rural du Mali. Nous souhaiterons que la politique qui doit être mise en œuvre, sinon élaborée et relue, soit de façon ascendante. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut, mais que les États même travaillent dessus. Et pour mettre beaucoup plus l'accent sur les aménagements. En dépit des difficultés signalées, des résultats intéressants ont été enregistrés dans la zone. Kako Numbupo, commissaire chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement d'Arène. Des programmes importants ont été réalisés pour un montant de près de 96 milliards de francs CFA sur la période 2011-2022. Les programmes régionaux les plus importants ont concerné l'aménagement des bas-fonds dans les États membres, la conservation des récoltes, la promotion de la recherche agronomique, la protection phytosanitaire dans l'espace, l'amélioration de la production et de la distribution des intrants agricoles. Avec la forte croissance des populations dans la zone de l'UEMOA qui est estimée à environ 141,7 millions d'habitants, les besoins alimentaires augmentent davantage.
Aujourd'hui, la région a donc besoin d'institutions fortes pour combler les attentes des populations, d'où l'initiative du processus de la relecture de la politique agricole de l'UEMOA. Ouagadougou, Koumba Sissé, Aruna Diara pour l'ORTM. Oui, nous restons sur le continent. Le juge de Ziguinchor a annulé jeudi dernier la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales du Sénégal. Cette radiation empêchait l'opposant en prison depuis fin juillet d'être candidat à la présidentielle de 2024 selon ses avocats et son parti politique dissous. À Madagascar, après l'élection d'un nouveau président au Sénat, l'opposition conteste vivement. Les sénateurs ont élu à l'unanimité hier le nouveau président du Sénat au lendemain de la destitution de ses prédécesseurs. Si au sein du parti présidentiel, on se félicite de l'élection des noms nommés sénateurs par le parti au pouvoir, ce vote est aussi fortement décrié. L'opposition a organisé le même jour une nouvelle manifestation pour dénoncer ces derniers développements. Toujours sur le continent, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans de nombreux pays arabes et musulmans en soutien aux Palestiniens au 7e jour d'une guerre sanglante opposant Israël au Hamas. Ces pays sont notamment l'Algérie, le Maroc et la Libye. 9h15. Oui, il est là, fidèle au poste, Famrou Djourté. Bonjour. Bonjour, Mohamed Diarra. On parle football. Le Mali, a battu difficilement l'Ouganda par le score de 1-0. C'était un match amical international. Oui, c'était au stade du 26 mars. Après avoir touché le poteau à 2 reprises et perdu 2 cadres sur blessure, Ibrahima Koné et Falaï Sago, les Aigles ont trouvé la faille en fin de partie. L'entrée en jeu de Fousseni Diabaté a débloqué la rencontre. L'ailier de Lausanne Sport en Suisse pour sa première sélection, Ser Adama Traoré Nossa, qui s'est fait faucher dans la surface. Lassine Sinairo a entré à la place d'Ibrahima Koné, transforme le pénalty à 75e minute et permet aux Aigles du Mali de prendre l'avantage au tableau d'affichage. 1-0, c'est également le résultat final. Une victoire en somme méritée pour les hommes d'Éric Chekouchel que je vous propose d'écouter. C'est vrai qu'il y avait une très bonne opposition. Ils ont un bloc compact. Donc on n'est pas surpris de ce jeu. En même temps, ils étaient malins parce qu'ils ont cassé le jeu aussi. C'était un match compliqué. On a eu du mal à envoyer le jeu sur les côtés. Après, dès qu'on a été capable de trouver les côtés, ça a été très intéressant. Malgré tout, on touche 2 fois le poteau. Je pense que la victoire l'a mérité. Et puis après, il y a une très bonne rentrée, encore une fois, des finisseurs, on va dire. Et ça pour moi, c'est l'analyse du match, c'est pas le plus important. Moi, la vérité, c'est que on a encore un attaquant perdu. Voilà, les Aigles du Mali affronteront l'Arabie Saoudite mardi 17 octobre au Portugal, toujours en amical. Oui, tout à fait, vous venez de le dire, les Aigles du Mali ont perdu 2 cadres de groupe sur blessure. Moussa Guinépo et Ibusman qui n'étaient pas là pour cause de blessure. Et hier, c'était Ibrahima Koné. Oui, la blessure la plus inquiétante, c'est celle d'Ibrahima Koné. Survenue à la 18e minute de jeu, l'attaquant malien a été touché à la cheville. Il a été évacué en ambulance et remplacé par Lassine Sinayo sous les larmes de ses coéquipiers. Écoutons le sélectionneur Eric Chekouchel par rapport à la blessure d'Ibrahima Koné. Ibrahima Koné, les premières infos que j'ai, c'est qu'il a une luxation de la cheville. Donc qui dit luxation, ils vont lui replacer là ce soir, mais qui dit luxation, il y a tous les ligaments qui sont à l'intérieur. Donc moi on m'a dit luxation comme si c'était rien, mais j'ai un petit peu peur pour sa santé. Voilà, j'espère que ce sera vraiment pas trop grave pour lui. Voilà, la gravité de la blessure et la durée d'indisponibilité ne sont pas connues, mais tous les Maliens craignent déjà un forfait d'Ibrahima Koné pour la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. La seconde blessure concerne Falaï Sako qui jouait en position d'arrière droit. Il est sorti sur civière juste avant la mi-temps. Là aussi, la nature de la blessure et la durée d'indisponibilité ne sont pas connues pour le moment. Une mauvaise soirée pour les Aigles du Mali malgré leur victoire 1-0 et les joueurs n'avaient pas le cœur à savourer ce court succès face à l'Ouganda. Tout à fait, Yves Bissouma et Moussa Guinépo également ne sont pas venus pour cause de blessures également. Notre confrère Alassane Suleiman qui était au stade du 26 mars pour assister à la rencontre Mali-Ouganda donne son point de vue, n'est-ce pas? Oui, son point de vue est positif. Pour lui, ce match amical international entre le Mali et l'Ouganda a été une bonne occasion pour les deux équipes de se juger avant la CAN 2023 pour le Mali et les éliminatoires du Mondial 2026 pour l'Ouganda. La rencontre a été intéressante selon Alassane Suleiman, journaliste. C'était un match amical, mais un match à gros enjeux parce que vous savez que maintenant il n'y a plus de match amical. Voilà, parce que le classement FIFA tient compte des matchs amicaux et beaucoup de choses. Donc un match amical, c'est un match officiel aujourd'hui. L'opposition, elle était de taille, elle était attendue. Parce que l'Ouganda, c'est certainement une équipe qui n'est pas des premières rangées.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe. Et l'Ouganda est connu comme une équipe rapide, une équipe agressive. Et donc, elle l'a démontré sur le terrain. Je pense que l'entraîneur, le sélectionneur malien l'avait dit. Il avait besoin d'un sparring partner comme l'Ouganda. Et je pense que l'Ouganda a été à la hauteur. Vous voyez, le score il est étriqué, c'est un penalty. Même s'il y a eu des faits de jeu qui ont fait que du côté du Mali, les stratégies de départ ont été faussées avec la blessure de l'attaquant Koné et aussi une blessure aussi de Falaye Sakou. Donc, qu'à cela ne tienne, je pense que le match a été de belle facture et je pense qu'il fallait le jouer. Oui, c'était là donc l'analyse de Alassane Suleiman, journaliste, après le match Mali-Ouganda. D'autres rencontres amicales internationales se jouaient également hier vendredi 13 octobre. Oui, le prochain adversaire du Mali en amical, l'Arabie Saoudite, jouait également ce vendredi contre le Nigeria. Les deux sélections ont fait match nul 2-2 dans une rencontre très animée. Les Saoudiens ont ouvert le score à la 60e minute. Ensuite, Abdullah Al-Amri a marqué contre son camp le but de l'égalisation nigériane à la 73e minute. Ensuite, le Nigeria prend l'avantage à la 81e minute par Kelechi Iheanacho. Les Saoudiens parviennent à égaliser à la 10e minute du temps additionnel. Le match se joue au Portugal où les Saoudiens et Maliens se retrouveront mardi 17 octobre. Les deux pays lusophones qualifiés pour la CAN 2023, l'Angola et le Mozambique, croisaient le fer en match amical ce vendredi 13 octobre au Portugal également. Il n'y a pas eu de vainqueur entre les deux équipes. Le score final est de 1 but partout. La Guinée s'est imposée 1-0 contre la Guinée-Bissau. Pour rappel, les deux équipes sont qualifiées pour la CAN 2023. Et pour terminer, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso se sont quittés sur le score nul et vierge. Les deux pays sont également qualifiés pour la prochaine CAN. Oui, une page de sport consacrée exclusivement au football. Merci bien, Famour Djourté. On se donne rendez-vous le samedi prochain, Inch'Allah. Tout de suite, c'est le dossier culture. Chronique culture et société. Nous sommes au mois d'octobre et c'est le mois dédié à la solidarité. La chronique culture et société s'intéresse à la thématique de l'entraide. C'est une réalisation de Alpha Mega. L'entraide prend la forme d'une aide spontanée et gratuite entre des personnes pour tenter de surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Culturellement, au Mali, il existe plusieurs formes d'entraide, mais la plus courante demeure l'entraide sociale, synonyme d'aide mutuelle. Docteur Hélène Moukoro, sociologue. La perception même du concept culturel va dépendre de la localité, des contextes et des individus. Selon l'éducation, selon la culture, selon la religion, l'essence va varier. De l'assistance mutuelle à appui ou soutien. Au Mali, l'entraide ou l'assistance va depuis financier, matériel, moral. Les Maliens sont coopératifs, solidaires, fraternels. Ils viennent volontiers au secours les uns des autres. Quand il y a décès, l'entraide peut aller de l'apport de la nourriture à la famille endeuillée, comme ça peut être l'échange entre ou l'appui alimentaire. L'entraide peut aussi être l'appui en bras valides. Bon, je dirais que tout le monde est solidaire d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie de nous. Mais les femmes excellent. Les femmes excellent dans la solidarité. Surtout au Mali, on dit que la femme est le pilier de la famille. La solidarité malienne repose sur un socle qui garantit la stabilité de sa société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement et de limiter les trop fortes inégalités sociales. On va se situer dans deux types de solidarité. C'est-à-dire, ce que nous on appelle en sociologie solidarité mécanique et solidarité organique. Mécanique, ça nous renvoie surtout à la ressemblance dans les zones traditionnelles. Mais quand on va parler de solidarité organique, ça va nous renvoyer dans les sociétés modernes. C'est là où on va parler de complémentarité. Et par exemple, les coopératives et d'autres types d'entraide qui peuvent être même les tontines, des VAX,
des ustensiles de cuisine. L'entraide est par la force des choses essentielles à nos vies individuelles et constitutives de la société. Elle organise, protège et améliore les conditions de vie de chaque citoyen pour être demain plus efficace et plus redevable à l'autre. La raison d'être même de nous humains, c'est l'entraide. Parce que la société, c'est un ensemble d'individus au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Et on ne peut pas vivre sans l'entraide. Une grande majorité des Maliens sont croyants. Que vous soyez musulmans ou chrétiens, nous, à la base de la croyance, on dit que l'assistance, ça va vous revenir toujours. Ça fait partie des principes et des préceptes des religions. Ne dit-on pas que celui qui donne à quelqu'un prête à Dieu? Oui, sacré Alpha Maïga. C'est la fin donc de cette édition à 9h passées de 25 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. Réalisation, coordination Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Tamsi Diabaté. Retrouvez cette édition sur nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.